Bonjour à tous, nous vous remercions tout d'abord pour l'intérêt porté à cette vidéoconférence. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons parler sur le traitement de l'infertilité par don d'ovocytes. Monsieur Philippe Roussel, vice-président de l'association Les Cigognes de l'Espoir, abordera le contexte légal en France et l'importance de se faire aider par une association. Ensuite, le docteur Vladimiro Silva, directeur du laboratoire de FIV à la clinique Ferticentro à Coimbra, au Portugal, parlera sur le don d'ovocytes, quand, pour qui, pourquoi, comment, et plus précisément sur les techniques utilisées pendant le traitement, dont la vitrification d'ovocytes et d'embryons. La conférence aura une durée d'environ 30 minutes, après quoi nous aurons une période pour répondre à vos questions en direct. Notre émission est transmise avec une résolution de 480. Pour ajuster la qualité de la transmission, il vous suffit d'accéder aux définitions, cercle signalé sur l'image, et de sélectionner 480p. La qualité de la vidéo dépend de la vitesse de votre Internet. Si vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo avec la qualité souhaitée, continuez à accompagner la conférence. La vidéo sera disponible plus tard pour tous les inscrits. Merci pour l'intérêt porté. Eh bien, bonjour à tous et merci à la clinique Ferticentro pour l'invitation à cette première conférence virtuelle. Nous croyons beaucoup à ce mode de communication dans le futur qui va nous permettre d'informer et d'aider toujours plus de personnes et principalement celles qui ne peuvent pas venir à nos réunions. Le don d'ovocytes est le traitement de PMA qui donne les taux de succès les plus élevés. Entre 25 et 30% en France, mais jusqu'à 75% à l'étranger. Le cadre légal du don d'ovocytes en France. Il y a deux points différents, les conditions légales et la réalité des faits. Le don est régi par les lois de bioéthique de 1994 qui ont été révisées en 2011. Quelles sont tout d'abord les conditions pour le couple bénéficiaire du don? Alors, le couple doit être un couple hétérosexuel en âge de procréer. Il doit être marié ou vivre en couple. Depuis quelque temps, la condition de vie commune pendant 2 ans a été supprimée. Il faut avoir une infertilité avérée, diagnostiquée par un centre de PMA et une cause d'infertilité qui justifie un don, c'est-à-dire par exemple l'insuffisance ovarienne, une ménopause précoce, une maladie génétique, etc. Le don nécessite un consentement écrit en France devant un juge ou un notaire. Le don est pris en charge à 100% par la sécurité sociale si vous avez moins de 43 ans et si vous avez fait moins de 4 filles. Les conditions maintenant pour la donneuse. On parle toujours des conditions en France. Elle doit avoir plus de 18 ans et moins de 37 ans. Elle doit être en bonne santé. Le don doit être volontaire et consenti. La donneuse doit signer un consentement ainsi que son mari ou son concubin si elle en a un. Le don doit être gratuit. Le don est aussi totalement anonyme. Alors, les conditions relatives aux établissements qui pratiquent le don. Le don ne peut être pratiqué que dans des centres autorisés et agréés. Il y a en France seulement une vingtaine de centres pour 66 millions d'habitants. Les dons de gamètes, que ce soit d'ovocytes ou de sperme, sont gérés par les sécos. Il y en a 23 en France. Il faut s'inscrire auprès de ces organismes pour bénéficier d'un don. Alors maintenant, quelle est la réalité de la situation en France? En dehors de ces conditions légales, la réalité de la situation du don en France est très difficile. En raison de la pénurie de donneuses, les sécos ont des listes d'attente de plusieurs années. Concrètement, cela veut dire aucune chance si vous avez plus de 38 ans, si vous avez déjà un enfant ou si vous appartenez à un groupe ethnique minoritaire. Dans tous les cas, votre dossier passera dans ce cas en dessous de la pile et il ne peut remonter que si vous amenez une donneuse pour un autre couple. Bien que ce ne soit pas une obligation légale, c'est une pratique faite par tous les sécos. Bien sûr, en France, les ovocytes sont partagés par manque de donneuses. Le taux de succès est moindre qu'à l'étranger,
car souvent les centres ne disposent pas toujours d'un équipement à la pointe de la technologie. Par exemple, ils n'ont pas forcément d'embryoscope, mais aussi à cause des contraintes imposées par les lois de bioéthique. Quelques chiffres. Environ 190 bébés sont nés en France par don d'ovocytes en 2013, alors qu'une estimation non officielle mais obtenue par recoupement des demandes auprès des associations estime la demande actuelle à 20 000 couples en raison d'une infertilité croissante dans la population. Alors quels sont le cadre du don d'ovocytes à l'étranger? Eh bien dans certains pays, dont le Portugal qui nous a invités aujourd'hui, le don est beaucoup plus courant. Il y a un nombre suffisant de donneuses, car il y a une autre mentalité beaucoup plus altruiste. L'équipement dans les cliniques est à la pointe de la technologie. La législation est moins contraignante, bien qu'elle respecte les critères éthiques français d'anonymat, de gratuité, de volontariat. Alors l'intérêt d'avoir recours à une association comme la nôtre, comme les Cigognes de l'Espoir, eh bien notre but est simple, vous aider à devenir parent le plus rapidement possible et le plus facilement possible. L'association Les Cigognes de l'Espoir est donc principalement tournée vers l'aide pratique, à travers la fourniture d'informations sur la PMA, l'infertilité, des traitements, des permanences téléphoniques et des réponses par mail à vos questions. Nous avons un rôle de conseil, nous assurons une veille médicale et juridique, nous donnons accès à un forum très important qui est un espace de contact, de discussion, d'échange et de témoignage pour confronter vos expériences. L'association vous permet de bénéficier de tarifs réduits auprès de cliniques sélectionnées pour leur éthique, leurs résultats et leur sérieux. Nous apportons une aide dans les démarches auprès de la sécurité sociale, par exemple. Nous proposons aussi une aide complémentaire à travers des médecines douces, des psychologues et d'autres thérapies. Nous organisons des réunions physiques dans toute la France et désormais, comme vous pouvez le voir, des réunions virtuelles. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.lescigognesdelespoir.com. Et maintenant, je passe la parole au docteur Vladimiro Silva. Merci. Bonjour, soyez les bienvenus à notre première conférence en direct. Nous sommes ici pour parler du traitement de l'infertilité par don d'ovocytes et on va parler, dans cette première conférence, on va parler surtout des sujets plus techniques de ce type de traitement. Nous commençons pour nous présenter. Monsieur Philippe Roussel de l'association Les Cigognes de l'Espoir a déjà parlé. Nous sommes situés à Coimbra, notre clinique. Voici quelques images de notre belle vie de Coimbra, de notre équipe médicale, de notre embryoscope, de la professeure Isabelle Tourgal, notre directrice, et de l'hôpital où nous sommes placés. On va parler donc sur les indications cliniques pour le don d'ovocytes. Cette conférence sera surtout sur les détails plus scientifiques de ce type de traitement. On parle en première place des indications pour le don d'ovocytes. Bien sûr, l'insuffisance ovarienne, c'est une des indications les plus importantes. On a deux types d'insuffisance ovarienne. On parle d'insuffisance ovarienne primaire, surtout dans les cas de causes génétiques, comme le syndrome de Turner, le syndrome de l'X fragile, et aussi des causes auto-immunes, comme la maladie d'Addison, entre autres. Et on parle aussi des cadres d'insuffisance ovarienne secondaire qui peuvent être causés par exemple par des médicaments comme la chimiothérapie ou par des radiations comme la radiothérapie. Il y a aussi des insuffisances ovariennes provoquées par des chirurgies. On reviendra sur tous ces sujets pendant la présentation. Une autre indication, peut-être l'indication la plus commune pour les traitements avec don d'ovocytes, c'est l'âge maternel avancé. C'est une des causes qu'on a tous les jours ici. Il y a aussi les maladies génétiques. Il y a certaines maladies qui ont une grande probabilité de transmission. Il y a aussi le cas des traitements échoués avec les propres ovocytes du couple.
Qu'est-ce que c'est l'insuffisance ovarienne? On parle d'insuffisance ovarienne précoce quand on trouve une insuffisance ovarienne avant les 40 ans. On sait que les statistiques nous indiquent que une sur chaque 100 femmes ont une ménopause précoce, ça veut dire une ménopause avant les 40 ans, et une sur chaque 1000 femmes avant 30 ans ont aussi une ménopause précoce. L'insuffisance ovarienne, l'expression insuffisance ovarienne, c'est pas exactement la même chose que ménopause précoce, parce que cette expression ne signifie pas que les ovaires sont complètement arrêtés. Ça signifie que l'activité ovarienne est considérablement réduite. Les ovaires ne produisent pas d'ovocytes ou une activité intermittente, ou les ovaires ne produisent plus d'hormones comme les œstrogènes, la progestérone, ou la testostérone, ou ont seulement une production intermittente. Donc, en termes pratiques, ce qu'on peut dire, c'est que dans les cadres d'insuffisance ovarienne, les ovaires n'ont plus la capacité de produire des ovocytes viables. Quelles sont les causes de l'insuffisance ovarienne? Il en a beaucoup de causes. Les plus importantes, les causes génétiques, les plus communes, comme le syndrome de Turner, dont le karyotype, la constitution génétique des femmes avec le syndrome de Turner, c'est le 46X au lieu de 46XX, qui c'est le normal dans l'espèce humaine. L'absence de cette chromosome X va provoquer beaucoup de problèmes, dont l'insuffisance ovarienne. Nous avons aussi le syndrome de l'X fragile, dont le chromosome X perd quelques propriétés. Il y a aussi cependant des causes héréditaires. Par exemple, il existe, c'est déjà identifié, une tendance familiale pour l'insuffisance ovarienne. Ça veut dire que si votre mère a entré la ménopause avant les 40 ans, il est probable que vous aurez le même problème. Concernant les causes toxiques d'insuffisance ovarienne, on parle de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais on parle aussi d'autres substances, notamment des pesticides, des solvants, de quelques toxines, des maladies auto-immunes aussi. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes, la maladie d'Addison, les maladies immunitaires de la thyroïde, le lupus, et on parle aussi des insuffisances ovariennes provoquées par des chirurgies. Une des causes les plus fréquentes, c'est par exemple dans les cas plus graves d'endométriose, il est parfois nécessaire pour enlever les kystes d'endométriose, faire aussi une ablation partielle ou peut-être même totale des ovaires. Et donc, même après une ablation partielle, on peut avoir une insuffisance ovarienne, et avec une ablation totale des ovaires, nous aurons 100% de chance d'avoir une insuffisance ovarienne. L'autre cause, c'est l'âge maternel avancé. C'est une tendance du monde actuel. Vous voyez cette graphique du côté gauche, c'est obtenu à partir du site de l'INSEE en France, l'Institut national de statistique, et vous pouvez voir que l'âge moyen des femmes à la naissance du premier enfant, c'est maintenant d'environ 28 ans, lorsque pendant les années 70, c'était autour de 24 ans. Le deuxième enfant est né d'environ 30 ans, le troisième d'environ 32,5. L'âge moyen des femmes quand elles ont un enfant, c'est à 30 ans. Ça, c'est une tendance européenne. Vous voyez que la France, c'est exactement au même niveau que le Portugal, la Belgique. Nous sommes tous à 28,1. Il y a des pays comme l'Italie dont ce niveau, c'est presque aux 30 ans, notamment à 29,9 années. Quelles sont les conséquences de l'âge maternel avancé? Il y a en fait beaucoup d'effets significatifs. On peut voir dans cette graphique que du côté gauche, on parle ici de la conception naturelle. Ce graphique n'est pas au rapport à la fécondation in vitro, ce sont des statistiques de la grossesse naturelle, de la conception naturelle. On voit que jusqu'à l'âge de
30-35 ans, on voit que le pourcentage de grossesse par mois, c'est toujours environ 25%. Nous ne sommes pas une espèce très fertile, mais surtout à partir des 35 ans, ça commence à descendre et à partir des 42 ans, nous sommes déjà au-dessous de 5%. Et à 46, la probabilité, le pourcentage de grossesse par mois est presque nul. En même temps, du côté gauche, du côté droit, nous avons le pourcentage de fausses couches. Et on voit que ça c'est relativement stable, ça c'est jamais nul, c'est toujours environ inférieur à 10% jusqu'à 35 ans, mais à partir de cet âge, ça monte presque jusqu'à presque 60% à l'âge de 46 ans. Pourquoi est-ce que ça se passe? À cause des hormones, naturellement. Ici, nous avons une petite image pour faire une brève explication. L'hypophyse, c'est une partie du cerveau qui produit des hormones gonadotrophines, les FSH et les LH, qui ont son activité, qui vont stimuler les ovaires à produire des ovocytes. Toutes les femmes sont nées avec environ 400 000 ovocytes. Ce ne sont pas des ovocytes matures, ce sont encore des ovocytes primordiales qui sous la stimulation de l'FSH se vont développer jusqu'à un follicule mature et libérer un ovocyte mature. Naturellement, et pendant le développement du follicule, les ovaires produisent des hormones, notamment ils produisent des estrogènes. Quand l'hypophyse détecte un niveau augmenté d'estrogène, elle va diminuer la quantité de FSH nécessaire. Qu'est-ce qui se passe dans les cas dont la femme est plus âgée? C'est que les ovaires perdent leur capacité de produire ce type d'hormones et donc l'hypophyse va augmenter la quantité d'FSH nécessaire pour faire stimuler des ovaires. C'est par cette raison que les femmes plus âgées ont des niveaux d'FSH augmentés. On voit dans ce graphique du côté gauche, ça c'est très intéressant, ça c'est aussi par rapport à la conception naturelle et on voit du côté gauche la probabilité d'avoir la probabilité de naissance et on voit les lignes, chaque ligne est associée à un niveau spécifique de l'FSH. Et on voit que par des valeurs d'FSH inférieures, par exemple au-dessous de 6, le pourcentage de grossesse s'est augmenté, surtout jusqu'à l'âge de 34 ans, mais à partir de cet âge, ça commence à descendre significativement. Et on voit que même pour les femmes plus jeunes qui ont moins de 34 ans, qui ont 20-25 années, si le FSH est augmenté, si le FSH est au-dessus de 12, la probabilité de grossesse ne sera jamais supérieure à 5%. Ces différences sont pas très claires dans l'extrémité droite du graphique. On voit que dans le groupe d'âge de 45 à 49 ans, les différences entre les femmes qui ont une FSH inférieure à 3 sont pas très significatives par rapport aux femmes qui ont une FSH supérieure à 12. Donc l'effet de l'âge, c'est seulement, bien que le FSH nous indique la probabilité d'avoir une grossesse et un enfant, le plus important c'est tout à fait l'effet de l'âge. Du côté droit, on voit quel est l'effet de l'FSH sur la probabilité de succès de la fécondation in vitro. Ces graphiques, c'est par rapport à au pourcentage d'accouchement et on voit que à partir d'une valeur d'FSH supérieure à 15, la probabilité d'avoir un accouchement, c'est presque nul. Cependant, pour les valeurs normales, ça veut dire jusqu'à 8, la probabilité d'avoir un accouchement à travers du traitement de fécondation in vitro, c'est très significatif, c'est toujours environ 50%. Il y a une autre hormone qui c'est très important quand nous évaluons, quand on parle de l'âge maternel,
c'est l'hormone antimullérienne. Cette hormone c'est produit par les follicules anthro, ce sont des follicules ovariennes, parce que pour tous les ovocytes, pour former un ovocyte, le procès de formation des ovocytes va durer d'environ 250 jours. Mais ce sont les dernières 15 jours les plus importants. Ça veut dire que c'est le moment où les follicules qui sont là, dès la naissance de la femme, sont recrutés par les FSH et qui se développent à former un follicule ovulatoire. Et donc, quand les follicules sont à la fin de cette période de 250 jours et sont disponibles pour être recrutés par les FSH, ils produisent une hormone qui s'appelle l'hormone antimullérienne. Et cette hormone antimullérienne est produite par les follicules qui sont là disponibles pour être recrutés. Donc, les niveaux sériques, les niveaux à la sang, les niveaux sanguins de l'hormone AMH sont un indicateur très significatif du nombre de follicules qui sont là, qui sont disponibles pour former des ovocytes viables. Selon des études publiées sont des études scientifiques publiées, on voit que l'âge a un effet très significatif sur l'AMH. Jusqu'à 35 années, nous avons des niveaux d'FSH parfaitement normaux, très acceptables, mais à partir de 35 années, ça commence à descendre et le niveau d'FSH est presque nul à l'âge de 50 ans. Et naturellement, quelles sont les conséquences les plus importantes de l'âge maternel avancé et le taux de réussite de la fille. On voit la ligne orange, ça c'est un graphique obtenu à partir de l'enregistrement national de fécondation in vitro aux États-Unis. Ça s'est publié cette année, 2016, mais c'est par rapport à l'année de 2013. Et on voit dans la ligne orange les résultats de la fécondation in vitro avec les ovocytes du couple. Et on voit que les résultats sont relativement stables jusqu'à l'âge de 34 années, mais à partir d'ici, ça commence à descendre presque à zéro après les 46 ans, etc. Par contre, dans la ligne bleue, on voit les résultats des traitements avec d'ovocytes. Et on voit que ça c'est relativement stable et qu'il n'existe pas des variations significatives avec l'âge. Donc, cet pourcentage reste toujours environ 60% lorsque la pourcentage de grossesse, la probabilité de grossesse avec les ovocytes du couple va diminuer significativement avec l'âge. Une autre indication pour le traitement avec l'ovocyte, c'est le risque de transmission de maladies génétiques. Nous avons beaucoup de types de maladies génétiques. Je ne vais pas détailler beaucoup sur ce sujet, mais seulement pour vous expliquer, il y a des maladies autosomiques dominantes dont un des éléments du couple est porteur du gène affecté, mais par contre, il est suffisant qu'une personne soit porteur de ce gène pour avoir la maladie. Ça signifie que si nous avons une maladie autosomique dominante dont un des éléments du couple est porteur de la maladie, nous aurons une probabilité théorique de 50% d'avoir un enfant affecté. La solution pour ce type de traitement, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire où on fait une analyse aux embryons, mais cela c'est la théorie. Parfois, quand on fait ce type de traitement, en réalité, nous avons ou un nombre très faible d'embryons qui n'ont pas la maladie, ou on peut même n'arriver à avoir aucun embryon qui soit libre de la maladie. Et donc, pour certains couples, les dons d'ovocytes, c'est une indication après l'échec du diagnostic génétique préimplantatoire par cette raison. Il y a aussi des maladies génétiques associées au chromosome X et donc, par exemple, dans ce cas, la mère est une porteuse asymptomatique d'un chromosome de la maladie et donc elle va passer son chromosome X à ses enfants. S'il s'agit d'un garçon, le garçon aura une probabilité de 50% d'avoir le chromosome X
sa mère parce qu'il aura le chromosome Y de son père. Et donc, dans ce type de maladie, nous avons une probabilité de 25% d'avoir un enfant affecté, un garçon affecté, une probabilité de 25% d'avoir une petite fille porteuse asymptomatique et une probabilité de 50% d'avoir un enfant qui n'est pas ni porteur ni affecté par la maladie. Donc ça c'est une indication que souvent une chose c'est la réalité, l'autre chose une chose c'est la théorie, l'autre chose c'est la réalité. Il y a des couples qui après essayer avec le diagnostic génétique préimplantatoire préfèrent pour éviter complètement ce type de risque de recourir aux dons d'ovocytes. Une autre indication très claire et très commune pour le traitement avec dons d'ovocytes, c'est après l'échec avec les propres ovocytes du couple. La grande question, c'est combien de tentatives est-ce qu'un couple devra faire avant de penser aux dons d'ovocytes. En France, la sécurité sociale, comme vous le sachez, paye jusqu'à 4 tentatives avant l'âge de 43 années. Donc ça c'est une référence. Au Royaume-Uni, le NICE, c'est l'acronyme pour National Institute for Health and Care Excellence, a recommandé, c'est un institut très respecté internationalement. Ils ont étudié les problèmes, les probabilités de réussite et ont conseillé à essayer au moins 3 fois de vivre avec les propres ovocytes avant de penser aux dons d'ovocytes. Naturellement qu'il y a des cas dont les choses sont différentes. C'est une recommandation générique par une population si grande que la population du Royaume-Uni. Comment est-ce qu'un traitement avec dons d'ovocytes s'organise? Nous avons beaucoup de types de protocoles. Le plus important ici, c'est adapter le protocole à chaque couple et à la logistique de chaque couple. La probabilité de réussite avec les différents protocoles, c'est génériquement pareil. Donc, par exemple, nous avons le protocole long, le protocole court dans les cycles substitués. C'est presque la même chose. Ce qui détermine quel est le protocole qu'on va choisir, c'est la logistique, la disponibilité du couple, la vie personnelle, la vie professionnelle et aussi les dates de règles, etc. On peut aussi faire le traitement en cycle naturel, ça c'est pas difficile parce que parfois il y a des femmes dont la réponse après un cycle artificiel c'est pas l'idéal et ainsi nous essayons avec un cycle naturel. Il y a aussi des femmes qui par des raisons cliniques ne peuvent pas faire des cycles substitués qui sont des cycles plus faciles d'organiser. Sur le point de vue logistique, je vais pas détailler beaucoup, mais normalement, d'habitude, 7 à 10 jours sur place sont suffisants pour organiser un traitement avec dons d'ovocytes. Et cependant, il faut assurer que l'endomètre est au moins 8 mm pour permettre le transfert embryonnaire. Donc, ça dépend aussi de la réponse de l'organisme de la femme et c'est pas toujours facile d'obtenir un endomètre capable. Cependant, on parle d'une moitié de 7 à 10 jours. Concernant les donneuses, ici au Portugal, l'âge limite c'est de 35 ans, par des raisons que nous avons parlé, que nous avons vues. C'est associé à la probabilité d'avoir une réponse ovarienne normale. La loi détermine que les donneuses soient toujours anonymes. Nous cherchons toujours les donneuses avec des caractéristiques physiques pareilles à celles de la receveuse. C'est très important pour l'acceptance du procès. Le couple est toujours informé sur les caractéristiques physiques de la donneuse. Bien que les donneuses soient anonymes, on peut divulguer l'information concernant le groupe sanguin, l'âge, la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur et type de cheveux, l'origine ethnique et on peut donner ce type d'information avant de commencer le traitement. Cependant, on ne peut pas donner des photos des donneuses parce que pour protéger l'anonymat du don d'ovocytes.
toutes les donneuses sont testées pour des maladies génétiques plus communes et aussi pour des maladies infectieuses. Là, c'est une obligation légale. Il y a d'autres types de tests qui peuvent être faits dans ce type de traitement, notamment les tests de compatibilité génétique. Par exemple, nous avons ici un test où nous cherchons les 600 mutations les plus communes dans l'espèce humaine. Toutes nous sommes porteurs asymptomatiques de 2, 3, 4 mutations très rares. Si par hasard notre mari, notre femme est aussi porteur de la même mutation, nous aurons un certain risque, normalement 25%, d'avoir un enfant affecté pour ce type de maladie. Avec ce test, on peut tester la donneuse pour un nombre très significatif de mutations et on peut chercher dans le mari du couple receveur s'ils sont aussi porteurs du même type de problème. Maintenant nous testons par routine le karyotype masculin. Ça sert pour exclure un ensemble très significatif des maladies qui sont associées aux échecs d'implantation, aux échecs des traitements de fécondation in vitro. On peut faire aussi des tests génétiques chez les spermatozoïdes de chaque couple parce que parfois, bien que le mari ait un spermogramme normal, il y a des problèmes génétiques aux spermatozoïdes. On peut faire le diagnostic génétique préimplantatoire dans les cas où il existe une indication médicale pour ce type de traitement. Il y a aussi le test ERA. ERA, c'est l'acronyme de Endometrial Receptivity Array. C'est un test génétique de l'endomètre qui nous permet de confirmer si l'endomètre de chaque femme est préparé est réceptif, donc est préparé pour recevoir le transfert embryonnaire. Donc il y a beaucoup de tests supplémentaires qui peuvent être faits. Normalement, cela dépend de l'indication de chaque couple, de l'histoire clinique de chaque couple. Il faut que je parle un petit peu aussi sur la loi au Portugal. Nous avons une des plus complètes et progressives lois de la PMA de l'Europe. Les traitements avec don d'ovocytes et don de sperme au double don sont légaux, bien sûr. Les donneurs sont toujours anonymes. On peut faire le diagnostic génétique préimplantatoire au cas de besoin. Nous sommes très strictement inspectés par les autorités nationales tous les années, aussi par des entités externes, et donc nous sommes toujours sous le contrôle des entités externes. Ici, nos traitements obéissent aux exigences de la directive européenne des tissus et cellules humaines. C'est la même chose pendant toute l'Europe. Et donc, la loi portugaise obéit au même principe que la loi française. Ça veut dire que on fait la prise en charge des couples formés par un homme et une femme vivant en âge de procréer. Cependant, à partir du prochain vendredi, c'est déjà annoncé que les femmes célibataires seront aussi autorisées à faire les traitements de fécondation in vitro. Il faut cependant attendre quelques jours. Les donneurs de gamètes sont anonymes et altruistes. Nous avons le même principe de la gratuité qu'en France. Les donneurs sont sélectionnés au regard de critères de sécurité sanitaire et enfin tous les traitements. Le Portugal est un des signeurs de la Convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine. Nous avons une autorité nationale, le CNPMA, c'est l'équivalent à l'Agence de la biomédecine en France. Ils ont un site très complet avec beaucoup d'informations sur le traitement, sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques des traitements de PMA au Portugal. Malheureusement, ça c'est seulement en portugais, c'est seulement en portugais, mais avec les moyens de traduction automatique disponibles sur l'Internet, il ne sera pas difficile pour vous de faire la traduction. L'association des Cigognes de l'Espoir nous a demandé aussi de parler d'une technique particulière parce que cela a changé notre manière de travailler, et quand je dis notre manière, je parle au nom de la médecine de la reproduction du monde entier. C'est la vitrification d'ovocytes
d'embryons. Une des questions que nous entendons souvent à partir des couples, c'est qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire le traitement avec des ovocytes frais ou des ovocytes vitrifiés? Alors, cela, c'est une décision qui appartient au couple. Nous avons les deux types de traitements, bien sûr. Avant la vitrification, tous nos traitements étaient faits seulement avec des ovocytes frais. Désormais, nous avons aussi la possibilité de faire le traitement avec des ovocytes vitrifiés. Il n'existe aucune différence de prix, il n'existe aucune différence de taux de réussite. Vous voyez, en fait, selon cette document du comité de pratique clinique de la Société américaine de reproduction assistée, l'une des plus importantes dans ce domaine de la médecine, il est nettement écrit que le taux de succès avec l'utilisation d'embryons et d'ovocytes vitrifiés est le même qu'avec des ovocytes et des embryons frais pour des femmes, pour des jeunes femmes, et c'est le cas des donneuses d'ovocytes. Nous avons ici les résultats d'un essai clinique contrôlé. C'était un essai clinique en large scale fait qui a beaucoup d'impact dans les moyens scientifiques internationaux où ils ont trouvé que la probabilité de grossesse par transfert d'embryon avec des ovocytes vitrifiés était à 49,1% lorsque la même probabilité avec des ovocytes frais était à 48,3%. Cette petite différence n'a pas un significat statistique, mais ça sert pour nous assurer que la probabilité, c'est la même chose en termes pratiques. Nous utilisons ici les méthodes de vitrification, les meilleures méthodes de vitrification au niveau international. Par exemple, on voit maintenant ce type de technique a révolutionné notre manière de travailler. C'est par cette raison que le créateur de ces deux méthodes, la méthode Kitasato, la méthode Cryotech, c'est le professeur japonais, le professeur Kobayama, a gagné le prix d'embryologiste. Embryologiste, c'est le biologiste qui s'occupe de la reproduction. C'était considéré par le Collège américain d'embryologie comme l'embryologiste de l'année 2015 parce que les méthodes qu'il a développées ont tellement changé la médecine de la reproduction dans tout le monde c'est par cette raison qu'il a obtenu ce prix. Regardez aussi cette graphique, cela s'est obtenu à partir de l'enregistrement national des États-Unis aussi, et vous voyez que même à l'année 2013, le nombre de traitements avec vitrification d'ovocytes était déjà supérieur au traitement avec des ovocytes frais. On parle d'ovocytes, bien sûr. 10 270 cycles contre 9 718 cycles. Et dans les dernières années, cela a monté significativement aussi. Une des questions les plus importantes quand on parle de ce type de traitement est quels sont les résultats, quels sont les taux de réussite avec ce type de traitement. Nous avons vu les résultats de l'enregistrement national nord-américain avec l'ovocyte, les résultats étaient toujours environ 60%. Ici, après la première année de collaboration avec l'association Les Cigognes de l'Espoir, nous avons obtenu 71% de grossesse clinique par transfert embryonnaire. Ces résultats étaient certifiés par l'association Les Cigognes de l'Espoir. Donc, ce sont des statistiques vérifiées par une association indépendante.
Je peux dire que cela, c'est en ligne avec les résultats américains. Ce type de différences seront sûrement pas significatives. C'est la nature qui détermine la probabilité de grossesse après un traitement par d'ovocytes, parce qu'il y en a aussi des autres types de facteurs, notamment les facteurs masculins, les conditions utérines d'implantation, les facteurs hématologiques, les facteurs immunologiques, etc. Et donc, merci à tous. C'était un plaisir d'être ici. Et désormais, on va organiser quelques conférences plus. Et maintenant, on va répondre à vos questions en direct. Il y a la possibilité de poser des questions en public dans la section de commentaires au-dessous de cette fenêtre de transmission. Il y a aussi la possibilité de poser des questions privées à travers du chat qui est disponible du côté droit de votre écran. Merci à tous et à bientôt.